Nous venons de découvrir les premiers résultats de ce premier tour des législatives 2017. Premier constat, c'est l'abstention. Oui, bien entendu, une abstention massive comme on n'en a jamais connu depuis les débuts de la Ve République, avec plus de 50% des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Une abstention dont on peut tirer deux enseignements. Soit, effectivement, un certain nombre d'électeurs ont pensé que ça ne valait pas le coup de se déplacer, puisque le résultat était pratiquement annoncé à l'avance, et ce, depuis l'élection présidentielle. Mais peut-être aussi, dont on peut tirer comme enseignement, qu'en réalité, on peut penser que Emmanuel Macron, malgré la majorité écrasante qui va se dessiner et qui se dessine à l'Assemblée nationale, ne bénéficiait pas d'un puissant appui populaire. En effet, il a été élu avec 24% au premier tour, mais aussi au second tour avec des électeurs qui ont voté un petit peu en traînant les pieds pour lui, pour battre Marine Le Pen. Donc en réalité, 50% d'abstention, ça veut dire que les 32 à 33% de La République En Marche se ramènent un peu à la moitié au regard de l'ensemble du corps électoral. Donc il est indiscutable que ce résultat, évidemment, pour La République En Marche est un succès, est une victoire écrasante et inquiétante, on va y revenir, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de véritable majorité populaire pour soutenir la politique qu'entend mettre en œuvre Emmanuel Macron et son gouvernement. Les autres enseignements, c'est que cette majorité écrasante telle qu'elle se dessine à l'Assemblée, puisqu'on parle selon les projections de 400 à 440 députés, c'est une inquiétude du point de vue de la démocratie. On sait déjà et on a vu que l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron se veut régalien, jupitérien, a-t-il dit lui-même. Donc effectivement, un président, je dirais, jupitérien avec une assemblée entièrement soumise, au moins dans les premiers temps, c'est pas une bonne nouvelle pour le débat démocratique, pour le débat public qui a besoin de confrontation, qui a besoin voire de conflictualité pour faire émerger des solutions. Et donc là, on a, je dirais, tous les éléments pour la mise en œuvre de la politique annoncée, qui de fait, et malgré, je dirais, les détours séduisants, malgré la personnalité du président, se révèle déjà, se présente déjà comme une politique sans doute autoritaire et en tout cas antisociale. Et donc, voilà la situation. Alors, dans cette situation, je dirais qu'au fond, là, Emmanuel Macron a réussi son pari, c'est-à-dire je dirais, à affaiblir l'ensemble des forces politiques dans ce pays. Le PS paye très lourdement, je dirais, son péché originel du quinquennat, qui est d'avoir tourné le dos aux attentes populaires et aux électeurs de gauche qu'il avait élus. Et donc, le PS se trouve dans une situation, effectivement, où son avenir est posé. La France insoumise et le Parti communiste ont payé aussi, je dirais, cette tension qu'il y a eu entre ces deux forces dans la dernière période. Ils seront sans doute à s'en expliquer pour dégager les uns et les autres les responsabilités. Mais cela dit, avec leur score donné au total à 13,5-14%, c'est aujourd'hui sans doute la force d'opposition qui peut se reconstruire et reconstruire, je dirais, à gauche, un nouvel espoir. La droite, de son côté, finalement, du point de vue du pourcentage, ne s'en sort pas si mal, puisqu'elle est donnée à un peu plus de 20%, et elle pouvait craindre pire avec le ralliement à la politique et à Emmanuel Macron d'un certain nombre de ses membres importants, dont le Premier ministre, bien évidemment. En même temps, elle tient relativement bien, ce qui veut dire qu'il y a toujours une droite dans ce pays, mais que cette droite n'a pas eu, je dirais, la revanche qu'elle espérait sur une élection dont elle pensait qu'elle lui a été volée. Résultat, et avec, je dirais, le jeu des reports au second tour, elle va se retrouver probablement avec, on va dire, 100 à 120 députés, 130 peut-être, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour elle, de son point de vue, pour constituer effectivement une force d'opposition, ou tout au moins d'alternance. Et donc, on peut penser qu'effectivement, je dirais, ces députés de la droite vont continuer à être phagocytés par La République En Marche, dans la mesure d'ailleurs où, du point de vue, je dirais, de leur perspective sociale et politique, au fond, ils ne sont pas si loin de ce qui est annoncé en matière, par exemple, de casse du Code du travail et de remise en cause des acquis sociaux, approuvés également par le MEDEF. Donc, au fond, on va se trouver dans cette situation d'une Assemblée largement dominée par une
politique très libérale, ultralibérale, et dans ces conditions, je dirais que la seule force possible d'opposition va se trouver avec la France insoumise, les députés communistes, espérons qu'ils sont nombreux, et puis, je dirais, peut-être une partie du Parti socialiste. En tout état de cause, et quel que soit ce qui se passera au plan institutionnel, c'est à partir de ce socle-là, de la gauche de transformation sociale, qu'il va falloir refonder, je dirais, une espérance, refonder un certain nombre de projets, d'ambitions, en passant par-dessus les querelles qui ont pu les diviser, pour arriver à repartir sur de nouvelles bases et reconstituer en France une véritable opposition à la politique qui va être menée. Front National, qui était quand même donné avant même les présidentielles comme étant un parti qui allait énormément progresser, résultat des courses? Eh bien, finalement, ça, on peut considérer après tout que c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles de ce soir, c'est que effectivement le Front National, dont je crois qu'il est donné actuellement entre 13 et 14%, est très loin de ses ambitions initiales. Il n'aura que 2 à 5 députés selon les projections, dont sans doute Marine Le Pen qui était en tête à Hénin-Beaumont, donc sans doute qu'on l'entendra. Mais effectivement, le Front National ne va pas être en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée, et qui plus est, je dirais que finalement les 13 à 14% dont il est crédité aujourd'hui, ramène à ces justes proportions, je dirais, l'influence du Front National dans le débat public, et on peut espérer que ces thèses, du coup, reculeront pour partie dans les mois et les années à venir. Alors l'autre élément, peut-être pour revenir en même temps sur cette majorité écrasante à l'Assemblée, il est vrai qu'aujourd'hui, nombre d'électeurs ont voté pour la politique d'Emmanuel Macron, mais peut-être sans en connaître exactement les contours. Donc on peut se dire, et ça dépendra aussi de la capacité, je dirais, de la gauche à mettre en jeu dans le débat public un certain nombre de questions, dont la question du Code du travail. On peut peut-être penser que lorsque arriveront, je dirais, les premières véritables secousses, cette majorité est telle qu'elle peut-être elle arrivera au fond peut-être pas à se diviser, mais au moins à avoir, je dirais, quelques doutes sur, je dirais, les objectifs réels de cette politique. C'est un espoir, mais il dépend essentiellement de la capacité, à vrai dire, de la gauche de transformation à mener le débat public et à reprendre pied autour des véritables questions qui sont évidemment, on l'a dit, le Code du travail, mais aussi les questions du logement, des salaires, etc. Toutes ces questions qui vont être posées dans la période à venir. Tout reste ouvert. Oui, bah, heureusement que l'avenir n'est pas écrit. Et donc, oui, bien sûr, tout reste ouvert, parce qu'on voit bien que, je dirais, si une force comme le Parti socialiste a pu en 5 ans s'effondrer comme il l'a fait, on peut penser aussi qu'après tout, les choses ne sont pas immuables, et que ça peut après tout marcher dans l'autre sens pour reconstruire à gauche.